Canada, au cours de la dernière décennie, le diagnostic et le suivi du myélome et autres maladies associées se sont référés dans presque tous les établissements spécialisés sur les lignes directrices du groupe de travail international sur le myélome, IMWG, et ses dernières mises à jour. Mais en 2020, ont été publiées les lignes directrices canadiennes rédigées par la docteure Debra Bergström et ses collaborateurs représentant le consortium pour un consensus sur les lignes directrices du réseau de recherche de Myélome Canada et publiées dans le journal Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. Un lien sera fourni à la fin de cette vidéo pour accéder à la publication complète. Ces lignes directrices canadiennes restent très proches des lignes directrices de l'IMWG, mais diffèrent également sur certains détails et il est important de revoir les points clés de ces recommandations. Le myélome multiple évolue d'un état cliniquement silencieux appelé gammapathie monoclonale de signification indéterminée ou MGUS à un stade intermédiaire appelé myélome multiple indolent, SMM, associé à un risque plus élevé de progression vers une maladie symptomatique manifeste nécessitant un traitement. Il est essentiel de déterminer à quel stade de sa maladie en est le patient pour aborder la prise en charge appropriée avec le médecin approprié. Les lignes directrices canadiennes énumèrent et commentent toutes les analyses de laboratoire qui doivent être effectuées lors du diagnostic initial, ainsi que pour une investigation plus approfondie. Et c'est sur la base de ces évaluations initiales que le myélome multiple est défini par la présence de plus de 10% de cellules plasmatiques dans la moelle osseuse ou d'un plasmocytome extramédulaire et de la présence d'au moins un événement définissant le myélome. Un événement définissant le myélome, c'est l'association des critères CRAB et des critères SLIM. Les symptômes CRAB sont des atteintes aux organes. CRAB, c'est un acronyme qui correspond à une hypercalcémie, une insuffisance rénale, une anémie ou la présence de lésions osseuses. Les lignes directrices déterminent explicitement les limites permettant de conclure à la présence de symptômes CRAB. Les critères SLIM sont des critères de risque accru d'une évolution rapide vers des symptômes CRAB. Ils ne correspondent pas à des atteintes aux organes, mais à un risque accru d'aller vers des symptômes CRAB et un risque d'atteinte aux organes. SLIM, c'est également des acronymes qui correspondent à 3 facteurs de risque, soit 60% de cellules plasmatiques ou plus dans la moelle osseuse, la présence d'un ratio de chaînes légères libres sériques anormal est supérieur à 100 et la présence d'une lésion focale d'au moins 5 mm mesurée par résonance magnétique. En absence d'événements définissant le myélome, l'évaluation initiale permet aussi de définir ce qu'est le myélome multiple indolent. Et il se définit comme étant une protéine monoclonale sérique supérieure à 30 grammes par litre si c'est une protéine différente d'un IgM. Et si c'est une protéine IgM, la présence d'une protéine urinaire supérieure à 500 mg par 24 heures, associée ou non à la présence de 10 à 60% de cellules plasmatiques dans la moelle osseuse. Pour ce qui est des gammapathies monoclonales, s'il n'y a pas d'événement définissant le myélome, la MGUS se détermine comme une protéine monoclonale sérique inférieure à 30 grammes par litre et une protéine monoclonale urinaire inférieure à 500 mg par 24 heures et moins de 10% de cellules plasmatiques dans la moelle osseuse. La MGUS et le myélome multiple indolent sont par définition des maladies asymptomatiques, mais ces lignes directrices déterminent des sous-groupes en fonction des biomarqueurs et des caractéristiques qui établissent un risque d'évolution vers le myélome multiple et des recommandations de suivi faites en conséquence. Il existe 3 facteurs de risque pour le MGUS: l'existence d'une protéine monoclonale qui n'est pas une immunoglobuline G, la présence d'une protéine monoclonale qui est supérieure à 15 grammes par litre, ou un rapport de chaîne légère libre qui est anormal, en utilisant le test Freelight. Ces 3 facteurs de risque stratifient le MGUS en 4 groupes. Un MGUS à faible risque, lorsqu'on n'a aucun facteur de ces 3 facteurs de risque. Un MGUS à risque moyen faible lorsqu'il existe un facteur de risque. Un MGUS à risque moyen élevé s'il existe au moins 2 facteurs de risque. Et un MGUS à haut risque, il y a 3 facteurs de risque. La surveillance du MGUS est recommandée 6 mois après le diagnostic initial et tous les ans par la suite si les résultats sont stables.
Les analyses requises consistent en un compte des cellules du sang, le calcium, une électrophorèse de protéines sériques et les chaînes légères libres ainsi que la créatinine pour surveiller les paramètres hématologiques, rénaux et hépatiques. L'examen et l'imagerie de la moelle osseuse peuvent également être ajoutés pour le groupe à risque faible pour lesquels ces examens sont jugés inutiles dans la majorité du temps. Pour le myélome multiple indolent, la situation est un petit peu plus complexe. Il existe 3 modèles pronostiques. Le modèle de la clinique Mayo, le modèle du groupe espagnol et le modèle révisé de la clinique Mayo qu'on appelle aussi le 20-20-20. Ces lignes directrices consensuelles canadiennes considèrent que tous ces modèles sont valables et recommandent de stratifier le myélome multiple indolent selon la présence de différents facteurs de risque validés dans ces 3 modèles. Et en fait, ça correspond à 11 facteurs de risque listés. Et selon ces 3 modèles, donc il existe le myélome multiple indolent à haut risque, pour lequel on a plus de 10% de cellules plasmatiques dans la moelle osseuse et au moins un de ces facteurs de risque présents. Et autrement, on détermine des risques de myélome multiple indolent faibles ou intermédiaires, ce qui ne correspondent pas en fait à un myélome multiple à haut risque. La surveillance des myélomes multiples indolents à haut risque est recommandée tous les 2 à 3 mois après le diagnostic et tous les 4 à 6 mois pendant 5 ans par la suite, si les résultats sont stables, puis ensuite tous les 6 mois. La surveillance des myélomes multiples indolents à risque faible et intermédiaire est recommandée 3 à 4 mois après le diagnostic initial et tous les 6 mois à vie par la suite si les résultats sont stables. Les analyses requises sont les mêmes que celles pour le diagnostic initial. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et pour plus de détails, un accès gratuit aux lignes directrices complètes est disponible au lien suivant.